Oh, Caléjon, regarde, il y a quelque chose en jeu dans cette campagne, dans cette élection qui n'a jamais existé dans les précédentes. Lors de la campagne précédente, le débat portait sur la démocratie et le risque du bolsonarisme. D'ailleurs, Bolsonaro est en prison pour tentative de coup d'État. Une large coalition s'est formée en défense de la démocratie. Mais à aucun moment en 2022, il n'y a eu d'ingérence étrangère de caractère colonialiste, impérialiste, visant le Brésil et le processus électoral brésilien. Ce qui se passe maintenant était impensable. En réalité, parce que ce second gouvernement de Donald Trump opère un tournant dans la géopolitique mondiale, où les États-Unis passent du soft power, du multilatéralisme, à un impérialisme plus ouvert, à des ambitions coloniales claires, surtout en Amérique latine. Cela figure d'ailleurs dans la doctrine de défense, la stratégie de sécurité nationale du département d'État, publiée par les États-Unis à la fin de l'année dernière. Elle le dit très clairement, c'est le corollaire Trump de la doctrine Monroe. C'est le sous-titre de la partie où ils traitent de l'Amérique latine, où ils disent, regardez, l'Amérique latine a des richesses, l'Amérique latine a du lithium, l'Amérique latine a du cuivre, l'Amérique latine a du pétrole. Le Venezuela détient la plus grande réserve de pétrole au monde, raison pour laquelle Trump y est intervenu. L'Amérique latine possède des terres rares, l'Amérique latine possède du graphite, l'Amérique latine possède du quartz, et une partie importante de ces réserves se trouve au Brésil, surtout pour les terres rares. Qui est la deuxième plus grande du monde, juste derrière la Chine, c'est du quartz, qui sert à produire le silicium, c'est la base du silicium, inutile de préciser à cause de la Silicon Valley, qui est un composant essentiel pour l'économie numérique, pour la technologie électronique. Le Brésil possède la plus grande réserve de quartz au monde, ainsi que de graphite. Alors voyez-vous, ce qui se passe maintenant, c'est que les États-Unis veulent recoloniser l'Amérique latine et le Brésil en fait partie. 500 ans plus tard, et quelle est la logique? La logique est très similaire à l'envers de la Légion. Les Espagnols, les Portugais sont venus ici sur notre continent, ont pris notre or, ont pris notre argent pendant des siècles, ont réduit nos peuples en esclavage pendant des siècles. Après le 20e siècle, d'abord les Anglais, puis les Nord-Américains ont pris notre minerai de fer, Comme c'est la base de l'acier, il était essentiel pour l'économie industrielle, n'est-ce pas? L'acier était un composant clé pour l'économie industrielle du monde. Le Brésil possède l'une des plus grandes réserves de minerai de fer du monde. Alors, quelle est l'idée? Nous exportons le minerai de fer brut et ils ajoutent de la valeur à l'étranger avec l'industrie sidérurgique en fabriquant de l'acier. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Le Brésil produit peu d'acier et est un grand exportateur, le 4e au monde, de minerai de fer brut. C'est la réalité. Ils veulent faire pareil avec les terres rares. Donc l'opération que Donald Trump est en train de mettre en place, que les États-Unis sont en train de construire, est une opération d'ingérence directe dans cette élection. Cela montre l'enjeu. Il ne s'agit pas de Lula contre Flavio Bolsonaro. Ce ne sera pas simplement cela. Ce ne sera même pas seulement 2 projets pour le pays. Dis-moi, Boulos, tu ne penses pas que ça aide la candidature de Flavio? Ça s'est beaucoup détérioré, surtout après l'audio où il appelle Vorcaro, qui est au centre du plus grand scandale de corruption du pays, son grand ami, disant qu'il serait toujours avec ce type. Ensuite, il y a eu l'affaire Tari-Flavio, et tout cela noue beaucoup à la campagne de Flavio. Les derniers sondages montrent Lula nettement en tête. Cela ne veut pas dire que c'est acquis, que tout est joué, mais le président Lula apparaît maintenant. Maintenant, il se trouve dans une position, disons, plus confortable, où, selon toute vraisemblance, il devrait être réélu. J'ai parlé ici sur la chaîne, Demori et moi, nous avons discuté avec Mauricio Moura de l'Instituto Ideia. Je lui ai demandé s'il croyait à une victoire au premier tour. Et il m'a dit, écoute, non seulement j'y crois, mais aujourd'hui, je te dirais qu'il y a une bonne probabilité que cela se produise. Comment évalues-tu cela, Boulos? Tu crois à cette victoire au premier tour? Et compte tenu du contexte actuel dans lequel nous nous trouvons, avec cette ingérence très agressive, j'aimerais que tu parles un peu de l'importance d'une victoire avec un grand V, n'est-ce pas? De préférence dès le premier tour, mais si cela doit aller au second tour, qu'elle soit la plus large possible. Et aussi d'une victoire importante au Congrès, à la Chambre et au Sénat. Boulos.
Joao, une élection ne se gagne jamais d'avance. Je crois que ce sera un match difficile, d'accord? Mais un match difficile, n'est-ce pas, c'est pas forcément contradictoire avec la possibilité que l'élection se décide au premier tour, parce qu'il peut y avoir une polarisation tellement forte, même avec toutes les faiblesses de Flavio Bolsonaro. Ceux qui ont des voix à droite au Brésil, c'est le bolsonarisme. Et c'est lui qui va canaliser cela. Ce qui est un peu absurde, n'est-ce pas? Qu'un citoyen comme celui-là ait 40 et quelques pourcents, c'est le symptôme des difficultés que nous avons. Et qu'en est-il de l'avancée de cette logique d'extrême droite, fasciste, rétrograde, qui a gagné non seulement au Brésil, mais aussi dans de nombreuses autres régions? Qu'en penses-tu, mec? Quel est le projet de Flavio Bolsonaro pour le Brésil? Tu t'es déjà arrêté pour y penser? Je veux dire, qu'est-ce que tu proposes pour le SUS, pour l'agriculture familiale, pour l'éducation publique? Il est totalement à court d'idées, non? C'est un candidat creux qui ne porte que son nom de famille. Oui, c'est tout ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Quelle ligne pourrait-il adopter comme la droite l'a fait historiquement? Et prendre la voie de la lutte contre la corruption. Voyez, eh bien, quelle est l'autorité de Flavio Bolsonaro pour parler de corruption? Vous avez cité l'audio de Borgaro, mais ce n'est que la partie visible. Il y a aussi le manoir de 6 millions à Brasilia, 51 biens achetés en espèces, le détournement de salaire, le blanchiment d'argent, bref, un casier judiciaire chargé. Il pourrait parler de sécurité publique, il essaie de le faire en disant « mince, il veut combattre le crime ». Son passé de l'IA avec la milice de Rio de Janeiro, combattre le crime, comment? Regarde, il a beaucoup de faiblesses, n'est-ce pas? Mais il est indéniablement le principal candidat de l'opposition. Cette ingérence, tu crois que les big tech doivent être utilisés? Tu y crois? Parce que mec, j'aimerais le croire, tu vois. Qu'on ne va pas vivre une invasion militaire armée des États-Unis sur le sol brésilien. Et ce serait probablement le plus grand scandale de l'histoire de l'Occident, non? Je ne pense pas que cela va arriver. Maintenant, encore une fois, Boulos, toutes les personnes avec qui j'ai parlé, des docteurs en relations internationales, des gens qui suivent cela depuis toute une vie, les reporters les plus expérimentés, je leur demandais, tu penses qu'il va conditionner toute notre balance d'exportation à cause d'un gars qui a fait un coup d'État, qui a été jugé, condamné et emprisonné? Et il a eu droit à absolument tout ce que prévoit notre ordre juridique. Et ces spécialistes me disaient « non, cela n'arrivera pas ». C'est arrivé. Je demandais « pensez-vous qu'ils vont envahir le Venezuela pour séquestrer les dirigeants du pays ?» Non, cela n'arrivera pas. Et c'est arrivé. Alors à ce stade, Trump est un vrai salaud, un scélérat. C'est une personne qui n'a absolument aucune capacité à exercer la fonction pour laquelle il a été élu. Il est difficile de savoir ce qui va se passer. Je vais d'abord commencer par là pour écarter cette possibilité. Je doute aussi que tu crois à une invasion militaire américaine au Brésil. Je veux d'abord t'écouter sur ce point. Mais au-delà de ça, de quelles autres façons, à ton avis, ce qu'on voit déjà, ce que Milei fait là-bas et tout, mais sous quelles autres formes cette ingérence va-t-elle se manifester dans nos affaires intérieures, Boulos? Alors, Boulos. Merci. Je pense que c'est très improbable, n'est-ce pas? Toutes sortes d'actions militaires. Le Brésil fait partie des 10 plus grandes économies du monde. Le Brésil est une puissance régionale du Sud global. Donc c'est un peu différent, n'est-ce pas, d'autres cas. Dans le cas du Venezuela, il y a eu un processus d'usure de 20 ans, n'est-ce pas, et de délégitimation. Un président s'est même autopromu. Les États-Unis le reconnaissent ça au milieu de tout ça. Donc, vous aviez déjà une situation qui en rendait plus plausible, même si c'était pas moins absurde, l'intervention visant à enlever Maduro au Venezuela, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait. Tout comme ils ont assassiné l'ancien dirigeant Lula, l'ayatollah Khamenei en Iran. Autrement dit, maintenant, je pense qu'il est important qu'on remette les choses à leur place. Parce que je pense que cette action du tarifaço et ce que Trump a fait contre le Brésil, il ne me semble pas que ce soit à cause de Bolsonaro. Tu vois? Parce que Trump, d'ailleurs,
doit même avoir un certain mépris pour Bolsonaro. Ouais, personne ne respecte ça. Personne ne respecte le lèche-bot. Le lèche-bot. Probst, ça de lui. Mais je pense que ce qui est en jeu, c'est qu'il n'y a pas eu l'imposition qu'il voulait dans le processus de négociation avec le Brésil. C'est le grand sujet. Parce que voyez-vous, d'abord, il a attaqué. Et cela fait partie de sa stratégie. Il attaque en voulant le faire reculer. Lula n'a pas reculé. Lula est allé la tête haute. Mais en même temps, il a engagé le dialogue avec lui. C'était la fameuse alchimie. Mais cette alchimie avait une date d'expiration. Parce que lorsque la véritable négociation entre le Brésil et les États-Unis a commencé, les États-Unis ont imposé des conditions qui étaient intenables. Ils voulaient avoir le contrôle. Ils voulaient que le Brésil exporte la terre rare brute, sans raffinage ni traitement, ici au Brésil. En ajoutant de la valeur là-bas aux États-Unis, ils voulaient reproduire une logique coloniale avec le Brésil. Imposer des conditions pour ne pas imposer de droits de douane qui étaient inacceptables. C'est la même chose. Si je vois certaines personnes, certains journalistes, même des analystes politiques en costume à la télévision dire « Mais Lula n'a pas su négocier. Il n'a pas voulu. » Ils font écho à ce discours. C'est quelque chose de tellement impressionnant. Parce que tu vois, t'imagines, tu vas négocier avec quelqu'un. Alors la personne arrive et dit « Je veux ta voiture, je veux ta maison, donne-moi aussi le code de ton compte bancaire. Si tu ne fais pas ça, je vais t'imposer une taxe. » Autrement dit, toute personne qui a un minimum de dignité n'acceptera pas une telle situation. Et alors on va venir te dire « Tu n'as pas su négocier, pourquoi tu n'as pas accepté un accord comme celui-là ?» Et c'est ce qu'on voit, une sorte de complexe d'infériorité qui existe encore dans le domaine de la formation de l'opinion nationale. C'est impressionnant. C'est-à-dire, Lula s'est ouvert à la négociation, il a cherché à négocier sur des termes justes, mais la souveraineté n'était pas sur la table des négociations. Je pense que c'est le grand sujet. Comment peuvent-ils agir? C'est ta question. Je pense qu'il y a des solutions. L'un d'eux est évident, celui des grandes entreprises technologiques. Comme ils l'ont fait lors d'autres élections présidentielles, ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une théorie du complot. Il existe des cas très bien documentés et prouvés montrant que les plus grandes entreprises technologiques du monde sont nord-américaines. N'est-ce pas Meta qui contrôle Lula et Facebook, Google qui contrôle YouTube et en plus le propre moteur de recherche de Google. C'est-à-dire, cela donne un pouvoir énorme dans la formation d'opinion publique, dans l'influence, dans la formation de la conscience, du choix politique et électoral des gens. Callejon. Donc oui, nous devons surveiller cela avec beaucoup d'attention. Donc nous devons surveiller une intervention de cette nature, une ingérence de cette nature. En plus de cela, ce qu'ils ont essayé de faire avec ces deux fonctionnaires, que notre gouvernement, le président Lula, a justement décidé d'annuler leur visa, ils allaient venir ici pour remettre en question les urnes électroniques. Cela crée un climat. Comme ils voient que Lula est favori, ils ont aussi besoin de construire des récits pour essayer de délégitimer le processus, pour essayer d'isoler le Brésil, pour nous rendre plus fragiles. Et imposer les termes de négociation pour leurs intérêts, n'est-ce pas? Donc ça nous inquiète, bien sûr que ça nous inquiète, et ce ne sont pas seulement, disons, des possibilités hypothétiques, ce sont des possibilités réelles, parce que cela s'est produit dans d'autres pays d'Amérique latine. Parfait. Boulos, pour qu'on termine ici, mon cher, je veux te remercier. Nous avons plus de 4500 appareils connectés à la conversation avec toi en ce moment. Je dois te demander à propos de la fin du 6 pour 1 qui est au Sénat. Entre maintenant en vacances parlementaires et le vote aura lieu en août, n'est-ce pas? Corrige-moi si je me trompe, mais il est important de ne pas laisser ce sujet retomber. C'est un sujet d'une importance capitale pour les classes laborieuses brésiliennes. Et dans cette confusion électorale que nous vivons, cela peut éventuellement être un peu mis de côté en ce moment.